Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Euh, on va travailler un petit peu sur Rousseau aujourd'hui. Vous allez voir, c'est vraiment un penseur extraordinaire et je pense que c'est un de mes textes préférés de l'année. J'espère que ça va vous plaire aussi. J'ai quelques petites précisions avant à donner. Alors on m'a envoyé un ou deux messages pour me demander, parce que dans le dernier cours, je vous ai indiqué la lecture de La République de Platon, qui était donc un gros livre. Il va de soi que c'est seulement pour ceux qui ont envie. Hein, c'est plus pour susciter le désir, au cas où ça vous intéresserait de creuser, au cas où vous auriez envie de lire aussi en ce moment. Il n'y a pas du tout d'obligation, évidemment, si vous avez autre chose à faire ou si ça vous plaît pas, voilà, contentez-vous de suivre le cours. Je dis quand même les choses un petit peu essentielles et principales. Voilà, ça suffit largement pour avoir une culture générale suffisante. Après, c'est si vous avez envie d'approfondir. Moi, je vous recommande la lecture de tel ou tel livre et puis je vous donne un petit peu des outils pour y aller. Alors aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur Rousseau et donc de la même façon et donc de façon facultative, hein, je le précise. Vous avez plusieurs ouvrages qui me semblent vraiment très intéressants et essentiels sur le Rousseau politique. Euh, le plus célèbre, c'est sans doute le contrat social, mais qui est pas si simple en fait, et qui essaie de définir les bases, hein, de l'état de droit et donc d'un régime juste, même si c'est vraiment intéressant. Je vous conseille, si jamais vous le prenez, l'édition Garnier-Flammarion. C'est Bruno Bernardi qui était un prof de Cagnes en prépa à Marseille d'ailleurs, qui est vraiment extraordinaire et qui a fait l'édition. Il y a plein de notes extrêmement éclairantes. Alors sinon, il me semble que voilà, il y a deux livres. Alors peut-être plus simplement, un des premiers grands textes philosophiques de Rousseau, c'est le Discours sur les sciences et les arts, qui a le mérite en plus de pas être très long. Hein. Il doit faire, attendez, je regarde, mais attendez, page 54 et ouais, ça commence à la page 30, quoi, hein, donc ça fait même pas 25 pages. Voilà, ça vous donne un bon aperçu de Rousseau. Et voilà, moi je pense que mon livre préféré, c'est celui-là, Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui est vraiment un livre absolument génial, qui est pas si facile que ça d'ailleurs, mais bon, qui est quand même d'une lecture, d'une première lecture en tout cas relativement aisée, qui est pas très très long, puisque si on prend la préface, là c'est page 52 et ça va jusqu'à la page 124 si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est pas un livre énorme, il fait 75 pages. Voilà, si vous avez envie de creuser un petit peu ce que je vais vous indiquer aujourd'hui, vous pouvez y aller et je vous recommande en particulier, hein, le discours sur l'origine. Alors là j'ai pris un autre texte, hein, qui est un texte qui est une lettre, un extrait d'une lettre, que Rousseau écrit quand il est en Suisse et que voilà, il cherche à répondre, voilà, un théoricien politique de l'époque. Alors je vais vous la lire dans un instant. D'abord je fais juste une petite transition avec ce qu'on a fait la dernière fois. Ah oui, alors autre chose aussi, je vous avais dit qu'il y avait un quiz à faire. J'ai eu un petit souci en l'uploadant. Il arrive et je pense que je vais vous refaire faire un petit quiz là-dessus, mais c'est juste des questions très simples. C'est juste pour m'assurer, enfin pour vous assurer vous-même votre compréhension de la leçon du jour. Et je vous pose des questions un peu vraiment de compréhension directe. Et puis c'est pour vous donner un petit truc à faire facile et qui vous permet de rester un petit peu motivé et mobilisé. Alors donc du coup on avait vu avec Platon la dernière fois que ce que ça pourrait vouloir dire une justice idéale à proprement parler, hein, qui pourrait servir de norme pour juger le juste et l'injuste. Alors on va objecter un truc et qu'on avait déjà dit la dernière fois, c'est qu'une telle conception, bah, ça implique non seulement de définir dans l'absolu ce que c'est le juste et injuste pour tout le monde, mais aussi de l'imposer aux gens, puisqu'on parle de justice, on parle pas, voilà, ça implique des normes pratiques, pragmatiques, voilà, c'est du concret, c'est du réel, ça implique des comportements, hein, d'imposer par la loi un certain nombre de comportements. C'est pas juste une vague idée, et sous prétexte que c'est pour leur bien. Or, aujourd'hui, on a un peu du mal avec cette idée-là, parce que ça heurte un peu notre sens du pluralisme. On sait bien que c'est assez difficile en fait de définir ce qui est bon pour les hommes et qu'on est un peu sceptique sur la question. On sait pas tellement définir le bien dans l'absolu, et par prudence, bah, on a décidé que le bien c'était de laisser chacun choisir ce que c'était son bien pour lui. Hein. Imposer quelque chose pour le bien de quelqu'un, ça semble non seulement dangereux,
au sens où on pourrait lui faire mal par exemple, ça pourrait effectivement ne pas être bon pour lui, mais en plus ce serait complètement inefficace, parce que même si vraiment c'était bon pour lui et qu'il ne le reconnaissait pas, il serait tenté de penser l'inverse, et du coup en se sentant forcé, il ne pourrait pas reconnaître que c'est son bien et le vivre ainsi. Donc une justice idéale imposée, ça a l'air de pas tellement fonctionner. Alors on voit ici que ce qui apparaît derrière, c'est que au fond, qu'est-ce qui est vraiment juste? C'est de garantir la liberté. Si on garantit la liberté, on garantit pour chacun de pouvoir chercher son bien. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, et donc c'est Rousseau qui va nous aider à penser ça. Et donc je vous donne le titre de mon petit 2 là. C'est seulement en garantissant la liberté que l'État peut garantir une justice effective. Alors on va lire un petit texte ici. Si vous avez le courage, c'est toujours bien de s'entraîner à trouver le plan et à trouver la thèse, voilà, la lecture. Alors on a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté. Ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un état libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre, et régner c'est obéir. Vos magistrats savent cela mieux que personne, eux qui, comme Othon, n'omettent rien de servile pour commander. Je ne connais de volonté vraiment libre que celle à laquelle nul n'a le droit d'opposer de résistance. Dans la liberté commune, nul n'a droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit. Et la vraie liberté n'est jamais destructive d'elle-même. Ainsi, la liberté sans la justice est une véritable contradiction. Car, comme qu'on s'y prenne, c'est-à-dire de quelque façon qu'on s'y prenne, tout gêne dans l'exécution d'une volonté désordonnée. Il n'y a donc pas de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle, qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs, mais non des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leur atteinte l'enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres et non les arbitres. Ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elle, je ne sache rien de plus certain. Ok, alors donc si vous avez 5 minutes pour 5 minutes, un petit peu de temps pour le relire tranquillement, essayer de trouver la thèse et le plan au travail. Je vous laisse faire un petit brouillon. Ok, alors, la thèse du texte me semble assez claire ici, donc on a un texte assez classique, puisqu'il est fabriqué à partir d'une distinction conceptuelle, vous l'aurez compris, entre indépendance et liberté, et on va voir tout de suite comment est-ce que cette distinction fait sens dans le texte. Alors on pourrait croire qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut. Et c'est même la définition la plus simple de la liberté, celle qui nous vient tout de suite en tête, et c'est ce que semble nous indiquer la synonymie entre l'indépendance et la liberté. L'indépendance, ça a l'air d'être ça, quand je suis indépendant, je suis libre. En réalité, si chacun fait ce qu'il désire, aucun individu n'est libre, ni le maître, ni l'esclave. Être libre, pour Rousseau, c'est pas seulement avoir le pouvoir de choisir, faire ce qu'on veut quand on veut, c'est avoir des droits. Et ça suppose d'obéir aux lois. Alors il faut donc distinguer l'indépendance et la liberté. Alors on pourrait objecter que c'est contradictoire de dire que je suis libre du coup en ne faisant pas ce que je veux, et du coup en obéissant. Et on pourrait même dire que c'est un prétexte pour faire accepter l'autoritarisme de certains régimes, qui vont prétendre assurer les libertés en utilisant la police. Alors Rousseau va dire non, parce que dans ce cas, dans le cas d'un régime vraiment libre, certes j'obéis, mais j'obéis à la loi que je me suis prescrite, que j'ai fabriquée moi-même, et en ce sens-là, je n'obéis qu'à moi-même, et je fais ce que je veux vraiment. Alors,
je développerai tout ça évidemment dans le développement, mais voilà à peu près la thèse du texte. Alors, vous avez vu qu'il y a 3 paragraphes, je les avais un petit peu prédécoupés. Alors, c'est assez simple dans ce texte de trouver le plan, parce que on a au tout début, il dit, voilà, l'indépendance c'est pas la liberté, et à partir de là, il dit, bon, voilà pourquoi l'indépendance c'est pas la liberté, et voilà ce que c'est la vraie liberté. Donc les 2 premières parties étaient assez simples, elles étaient construites sur la distinction. Quand on fait ce qu'on veut, on n'est pas libre. La liberté, c'est pas seulement l'indépendance. Et ensuite, qu'est-ce que c'est la liberté réelle? C'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Et ensuite, dans le 3e paragraphe, Rousseau va développer un peu la conséquence politique de ça, à savoir que il n'y a que la loi qui, par son impartialité et sa généralité, peut garantir la liberté. Il ne faudra pas que j'oublie de repréciser ça. Bref. Alors, on y va. Alors, première remarque, cette fameuse distinction entre liberté et indépendance. Donc, quand on a une distinction dans un texte, parce que donc Rousseau il saute sur la différence, il faut quand même toujours prendre le temps en commentaire de bien comprendre pourquoi ça se ressemble, parce que c'est pas toujours si évident. Alors, pourquoi ça se ressemble? Ici, être indépendant, au fond, ça veut dire quoi? C'est ne pas dépendre. Ne pas dépendre de la volonté d'autrui quand on fait un choix ou quand on agit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas dépendre? C'est-à-dire ne pas avoir à demander la permission concrètement, ou alors ne pas avoir à suivre la volonté de quelqu'un d'autre, de sorte que nos choix ne sont possibles que comme conséquence des choix d'autrui. C'est ça la dépendance, c'est quand je ne suis pas la source de mes choix réellement, mais c'est que mes choix sont liés à une causalité antérieure qui m'échappe et qui sont donc un effet de ce que me demande autrui. Je ne suis pas ma propre cause, pour ainsi dire. Ainsi, l'esclave, il est dépendant, il ne s'appartient plus. Pourquoi? Parce qu'il ne réalise pas sa volonté à lui, mais celle du maître. Sa volonté dépend de la volonté du maître. Et si jamais il veut faire un tout petit truc pour lui, il est obligé de demander la permission. Il est au fond qu'un instrument du maître, il est... voilà, il est une des... sa volonté est un effet de la volonté du maître. De même, l'enfant est dépendant en ce sens qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il désire. Car pour son bien, voilà, ses parents lui interdisent un certain nombre de choses, il doit demander de l'autorisation, etc. On peut même ajouter qu'il est dépendant matériellement, affectivement, etc. Au sens où il ne peut pas survivre tout seul, et que sa vie est conditionnée par le bon vouloir de ses parents. Mais ici, on parle de l'indépendance de la volonté, c'est surtout ça qui importe. Donc en ce sens, l'indépendance semble s'identifier à la liberté comme pouvoir de faire tout ce que l'on veut par soi-même. Parce que si on est indépendant, ça signifie que personne ne limite notre volonté, personne ne nous impose sa volonté et nous empêche de prendre nos décisions tout seul. Alors deuxième remarque, donc toute la stratégie du texte va servir à distinguer ces deux choses. Et la première partie de la démarche consiste à dire que quand on fait tout ce qu'on veut sans avoir d'égard pour autrui, en fait on n'est pas libre. Ne pas limiter la volonté, c'est en fait l'autodétruire. C'est ça vraiment la stratégie argumentative de Rousseau. Alors dans ce premier pas, vous allez voir qu'il va distinguer 2 cas. C'est que sans la loi pour limiter la volonté, c'est la loi du plus fort. Et dans la loi du plus fort, il y a 2 cas, les faibles et les forts. Et ce que va dire Rousseau, et je pense que c'est une de ses originalités, même si c'est assez proche en un sens de certaines idées qu'on a pu apercevoir chez Platon, c'est que, évidemment, l'esclave, il n'est pas libre. Le truc, c'est que le maître, il n'est pas libre non plus. Et ça, c'est un peu une idée un peu forte du texte. Alors, on va commencer avec celui qui subit la loi du plus fort, donc le faible, celui qui va devenir esclave éventuellement. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas libre ? Alors d'abord, on voit bien que faire ce qu'on veut, ça aboutit à un conflit des désirs, ça on l'a déjà vu un tas de fois, il y a concurrence, on en veut plus que ça part, etc. Repensez à Calliclès. Quand on fait ce qu'on veut, du coup, c'est très souvent au détriment des autres. Et si tout le monde fait ce qu'il veut, chacun a peur de l'autre. Et ça s'appelle pas la liberté, ça s'appelle la terreur. Ce serait une liberté vide de contenu, puisque personne n'oserait rien faire, la plupart des gens se cacheraient ou passeraient leur temps à essayer de se protéger, au lieu de passer leur temps à faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Ici, on voit que la liberté et la sécurité sont corrélatives. Dans un lieu public où c'est la terreur qui règne, où c'est l'insécurité qui règne, en fait, la liberté est un vain mot. Et donc, on le voit ici, quand... C'est ce que dit Rousseau ici, quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et ça s'appelle pas la liberté. C'est ce que je viens donc de commenter. Alors, petite subtilité chez Rousseau que je note tout de suite,
il dit pas qu'il faut d'abord la sécurité pour que la liberté puisse naître. Ça, c'est très important parce que ça peut être un discours de politique très autoritaire qui dit bon, on va d'abord régler tous les conflits sociaux par la force, par la police, etc. Et puis après, on verra pour la liberté. On aura bien le temps de la liberté d'opinion plus tard. Rousseau, il dit pas ça. Il dit que seule la véritable liberté, comme on le verra plus tard, engendrera la sécurité. C'est vraiment le contraire du sécuritarisme. Au fond, il n'y a pas de sécurité sans une garantie de la liberté. Au fond, les États trop violents, même s'ils garantissent une certaine forme de calme social, en fait, sont instigateurs d'insécurité. On en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois. Alors, donc ça c'était le cas facile. Cas plus compliqué, pourquoi est-ce que le maître, celui qui commande, pourquoi est-ce que lui non plus n'est pas libre? Alors regardez, c'est la suite du texte, il dit la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Donc évidemment pour être libre, il ne faut pas être soumis à la volonté d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Il ne faut pas soumettre autrui à la nôtre. C'est-à-dire, on peut être le maître, c'est s'empêcher d'être libre. Quiconque est maître ne peut être libre, régner c'est obéir. Vos magistrats savent ça mieux que personne, eux qui, comme autant, nous mettraient une servile pour commander. Alors pourquoi le maître, alors qu'on a l'impression que c'est l'homme le plus libre, puisqu'il impose sa volonté aux autres? Sa volonté est indépendante. Il ne reçoit pas ses ordres de quelqu'un d'autre. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait même tout ce qu'il veut de façon remarquablement efficace, au sens où son pouvoir est démultiplié par le fait que des gens travaillent pour son compte. Alors pourquoi est-ce que lui, que ça arrange la loi du plus fort en un sens, n'est pas aussi libre qu'il le croit? Alors, première chose, attendez, ça je l'ai pas dit deux fois ça. Je vérifie juste quelque chose, excusez-moi. Ouais. Bon, ok. C'est bizarre que je le dise là. D'abord, le maître est esclave de la peur. Alors pourquoi est-ce que le maître est esclave de ses peurs? Ah voilà, c'est comme ça qu'il fallait le mettre. Alors, dans un autre texte très célèbre, dans le contrat social, c'est chapitre 1-3, c'est le tout début, Rousseau dit « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » Alors, mais ce qui est important ici, c'est le jamais et le toujours. Évidemment, le plus fort est assez fort pour commander. Mais le plus fort n'est jamais assez fort pour commander toujours si son pouvoir ne repose que sur la menace. Parce qu'il suffit qu'il s'endorme, il suffit qu'il tombe malade, il suffit qu'il tourne le dos, il suffit qu'il se heurte à une force plus grande, par exemple par l'alliance des faibles, il suffit que le faible use de ruse, et finalement, il est plus le plus fort, et il ne peut pas commander. L'autorité politique ne peut pas reposer exclusivement sur la force, elle repose sur peut-être en la croyance de la continuité de cette force, mais pas sur la force tout seul. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a déjà bien travaillé, je ne vais pas revenir dessus, sur qu'est-ce qui fait qu'on obéit à une autorité, mais voilà, Rousseau il dit à juste titre que la force c'est bien utile, mais c'est pas suffisant. Mais alors du coup, le maître il en a conscience de ça. Il sait très bien qu'il y a des moments où il est plus faible que d'autres, qu'il n'est pas toujours en train d'exercer une force absolue, incontestable. Et du coup, le seul sentiment qu'il peut éprouver à longueur de journée, c'est la peur. L'homme le plus puissant est le plus fragilisé en ce sens. Parce que, certes, il a beaucoup de moyens pour assurer sa sécurité, mais c'est aussi le plus en danger. Alors pourquoi? J'ai oublié de l'écrire. Parce que tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde veut sa place, tout le monde s'imagine que le maître est le plus heureux, que le maître a le plus de pouvoir, que le maître est le plus en sécurité, etc. Et tout le monde rêve d'être le maître. Tout le monde a ce désir de pouvoir, ce désir de domination. Et du coup, il est tout le temps menacé. Et il a raison d'avoir peur. Alors, j'ai 3 exemples que j'aime bien donner. Alors, Staline, d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais quand il se déplaçait en URSS, en train, en fait il y avait toujours 7 ou 8 trains qui partaient en même temps de la gare pour tellement il avait peur qu'on sache où il est, etc. On sait très bien que là il y a tout un tas de politiques très autoritaires qui construisent des bunkers en veux-tu en voilà. Alors j'aime bien l'anecdote de Mithridate, donc Mithridate qui était le souverain du Pont, donc c'est un souverain antique. En fait, tous les matins au petit déjeuner, il mangeait du poison. Alors, je sais pas si vous savez, ça donnait ce mot en anglais, Mithridatification en anglais, ça veut dire habituer son corps à l'empoisonnement par l'ingestion de poison. Donc, il prenait un tout petit peu de poison le matin
pour en cas d'empoisonnement, ne pas en mourir et avoir fait un peu des anticorps en fait contre ça. Donc ça veut dire que vous avez eu un meilleur petit-déj qu'un des types qui étaient les plus riches, les plus puissants du monde antique. C'est quand même assez génial. Il était tellement obnubilé par sa peur que finalement tout était gâché. Alors Damoclès, je sais pas si vous connaissez l'expression avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, je pense, mais alors d'où est-ce qu'elle vient cette expression? Elle vient en fait donc Damoclès est un courtisan d'un tyran de Syracuse qui s'appelait Denis et qui vient le voir un jour et il lui dit écoute Denis, tu dois être l'homme le plus heureux du monde. T'as tout ce que tu veux, tu claques des doigts, t'as de l'argent, t'as toute la meilleure nourriture du royaume, t'as des femmes, t'as des divertissements à plus savoir quoi en faire. Franchement, t'es l'homme le plus heureux du monde. La tyrannie, c'est vraiment, c'est vraiment génial quand on est un tyran. Et alors, Denis lui dit, ok, si c'est ce que tu penses, bah viens demain, je te laisserai être tyran pendant une journée à ma place. Alors, Damoclès il est tout content et il revient. Le lendemain, voilà, il est invité à s'asseoir sur le trône du tyran, et puis il commence à demander nourriture, femme, etc. Et au bout de quelques instants, il lève la tête et il s'aperçoit qu'en fait, il y a une épée qui est pendue au-dessus de sa tête, d'où le proverbe avoir une épée de Damoclès. Et elle est suspendue juste par un fil très fin, et en fait, il se rend compte que l'épée peut tomber à chaque instant. Et alors, tout d'un coup, Damoclès dit, oh, c'est quoi ce truc-là? Vous me virez cette épée tout de suite, je veux pas mourir et tout. Et là, Denis arrive et lui dit, bah voilà, Damoclès, maintenant tu sais ce que c'est qu'être un tyran. Tu peux jouir de tout ce que tu veux, mais en fait, t'es dans une position qui est si menacée par l'envie des autres, par la représentation qu'ils ont du bonheur que tu as, qu'en fait, tu crains de mourir à chaque instant. Donc non seulement t'es en danger, non seulement tu as peur tout le temps, mais évidemment, euh, du coup, t'es le moins heureux. Pourquoi? Parce que du coup, tu peux jamais t'abandonner à la jouissance. Et c'est bien le problème de la peur, c'est que celui qui peut le plus jouir, c'est aussi celui qui peut le moins profiter de ce qu'il a. Puisque le propre du plaisir, c'est l'abandon. Quand on a vraiment un bon plaisir qui nous arrive, voilà, il faut pouvoir s'y oublier. Et la peur, ça gâche cet oubli. On est conscient de ça. Imaginez, vous avez un super bon gâteau, et vous dites, parce qu'il y a du poison, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir en profiter bien. Vous serez en train de vous guetter je sais pas si vous avez déjà eu, je sais pas, manger un truc où vous saviez pas si c'était bien frais, et vous dites, est-ce que j'ai mal au ventre ou pas? Voilà, on est toujours un peu aux aguets, et c'est quelque chose voilà, qui gâche tout le plaisir. Et du coup, le tyran passe plus de temps à se méfier qu'à jouir. Hein. Et quand est-ce qu'on assassine un tyran? Eh bien, précisément dans les moments de plaisir, avec le poison, voilà, au lit, voilà, pendant l'amour, ou que sais-je. Mais ouais, c'est les moments de plaisir, c'est les moments de faiblesse, c'est des moments parfaitement désignés de faiblesse qui, du coup, deviennent suspects. Et du coup, tous les plaisirs du tyran lui sont à lui-même suspects. Alors, deuxième gros argument, le maître, il n'est pas seulement esclave de ses peurs, et notamment de la peur qu'il a engendrée par le fait d'être devenu le maître, mais il est aussi esclave de ses désirs. Alors bon, ça c'est un thème qu'on a déjà vu pas mal de fois. Voilà, c'est l'idée du tonneau des Danaïdes, c'est l'idée de Caliclès, c'est l'éternel insatisfait. Donc je vous renvoie au texte des tonneaux chez Platon, vous avez tout l'argumentaire qui est ici, où on voit qu'au fond le tyran, comme il a tout ce qu'il veut, il en veut toujours plus et il est jamais content de ce qu'il a. Et en ce sens-là, l'homme qui est censé être le plus heureux, qui a le plus de moyens de satisfaction, est en fait celui qui supporte le moins la douleur et qui se réjouit moins des plaisirs qu'il a. Ne serait-ce que par l'habitude qu'il en a, etc. Donc je vous renvoie au texte des tonneaux. Mais Rousseau rajoute ici un petit argument. Il dit, c'est pas de n'importe quel désir que le maître est esclave, c'est en particulier de son désir de pouvoir. Et il dit, Othon que voilà, eux qui comme Othon n'omettent rien de servile pour commander. Alors Othon, c'est quelqu'un qui a réussi à devenir empereur en partant de pas grand chose. Et il a passé 20 ans à cirer les pompes de tout le monde, à rendre tous les services vils qu'on peut imaginer, faire toutes les petites traîtrises, les petits machins. Il a passé 20 ans à se galérer pour se hisser en haut du pouvoir. Et il arrive empereur et je crois qu'il s'est fait assassiner en 3 ou 4 jours. Donc il a jamais pu profiter de son truc. En gros, ça a été l'homme le plus puissant l'empereur de Rome. Hein. Ça a été l'empereur le plus puissant, un des plus puissants, d'un des royaumes les plus puissants du monde. Et en fait, il a passé une vie d'esclavage. Il était empereur de Rome et il a passé une vie d'esclavage. Moi, je trouve que le paradoxe est assez délicieux. Je précise juste un tout petit truc. Il y a une note ici dans le texte.
qui est assez chouette. Je lis donc: en général, dit l'auteur des lettres, les hommes craignent encore plus d'obéir qu'ils n'aiment à commander. Tacite, donc en gros, hein, l'adversaire de Rousseau, hein, ici, qui a écrit les lettres auxquelles répond Rousseau, pense que les hommes, ils sont prêts à renoncer à commander pour pouvoir ne pas obéir. Alors Rousseau répond: Tacite en jugeait autrement et connaissait le cœur humain. Si la maxime était vraie, les valets des grands seraient moins insolents avec les bourgeois, et l'on verrait moins de fainéants ramper dans les cours des princes. Il y a peu d'hommes d'un cœur assez sain pour savoir aimer la liberté. Tous veulent commander, et à ce prix nul ne craint d'obéir. Un petit parvenu se donne 100 mètres pour acquérir 10 valets. On voit le paradoxe, hein. Il a plus de maîtres que de valets, mais en fait ça le réjouit tellement d'avoir des valets qu'il est prêt à se donner 100 mètres. Il n'y a qu'à voir la fierté des nobles dans les monarchies, avec quelle emphase ils prononcent ces mots de service et de servir, comment ils s'estiment grands et respectables quand ils peuvent avoir l'honneur de dire « le roi mon maître », combien ils méprisent des républicains qui ne sont que libres et qui certainement sont plus nobles qu'eux. Donc ici Rousseau remet en cause cette idée que on préfère ne pas obéir que commander, et il fait voir ce truc assez génial, c'est que on est prêt à tout pour commander, même avant. Et pensez aux gens qui ont des chiens et qui brutalisent un peu des chiens, quoi. Voilà, si on peut se sentir en position, voilà, le sentiment de sa propre puissance, mais même s'il est complètement illusoire, hein, l'illusion de sa propre puissance est absolument nécessaire au besoin de reconnaissance de soi, la confiance en soi, fût-elle payée du prix d'un esclavage total. Hein, donc ce que Rousseau il dit, c'est que l'amour propre, en l'occurrence ici, hein, le besoin de reconnaissance, je rajoute, qui se joue dans le désir de pouvoir, rend complètement aveugle. Et donc, hein, voilà, on achète le commandement d'un esclavage plus grand. Alors, je voulais aussi rajouter un petit truc sur ça, c'est que l'expérience du caprice révèle ça aussi. Hein. On l'avait déjà vu aussi avec le texte des tonneaux, mais que le maître, c'est par excellence l'exemple du capricieux, qui est complètement esclave de ses désirs. Et qu'est-ce que c'est qu'un caprice ? C'est l'abolition de la liberté dans son excès. Le capricieux, c'est celui qui veut tout de suite, et qui ne supporte pas la frustration du fait de ses excès. Et vous voyez, c'est une liberté qui a complètement perdu le contrôle d'elle-même. Et c'est, voilà, à force de suivre tous ses désirs, enfin, à force de faire tous ses désirs, on finit par les suivre et par en devenir la victime. On croit qu'on est en contrôle, mais en réalité, pas du tout. Et pensez à un enfant, regardez comme il est malheureux quand il fait un caprice. Alors certes, il embête tout le monde en hurlant, mais il s'embête d'abord lui-même. Et le fait de suivre ses désirs, en fait, ça rend malheureux. Et donc, à force de faire tout ce que je veux, je me contrôle plus, je suis plus le maître de moi-même. Alors ici, c'est quand même important que vous ayez ça en tête, parce qu'on a ici deux grandes définitions de la liberté qui s'opposent ici. Une première tradition, qui est la tradition de la liberté, c'est juste l'absence de limite. Et en un sens, le capricieux, il est libre, parce qu'il fait tout ce qu'il veut, quoi. Le tyran, il est libre, parce qu'il fait tout ce qu'il veut, il n'y a rien qui l'arrête. Mais l'autre grande tradition, c'est plutôt de dire la liberté, c'est la maîtrise de soi. Parce que au fond, si j'en suis réduit à faire des caprices, c'est que même si j'ai au fond le pouvoir de me satisfaire et d'avoir ce que je veux par mon caprice, au fond je suis tellement pas maître de moi-même qu'on peut pas appeler ça de la liberté. Mais du coup, la maîtrise de soi, ça suppose quand même une forme de discipline, de limitation, voilà, que je m'impose à moi-même. Hein. Donc, vous voyez bien, c'est ces deux traditions. Hein, le tyran, on a l'impression qu'il est libre parce qu'il peut assouvir tous ses désirs, mais en réalité il en devient esclave, et l'autre tradition qui va dire au fond la vraie liberté c'est la maîtrise de soi, et ça suppose par contre que j'assouvisse pas tous mes désirs. Voilà pour ce deuxième esclavage. Dernier esclavage, donc le maître il dépend pas seulement de ses peurs et de ses désirs, hein, il n'est pas seulement esclave de ses peurs et de ses désirs, il est aussi esclave de ses esclaves. Hein, pourquoi ? En fait il sait rien faire tout seul, il sait pas travailler, son statut dépend essentiellement de l'existence de l'esclave. Je vais donner deux exemples. D'ailleurs, pensez au père de Jasmine dans Aladdin. Vous voyez, imaginez-le maintenant sur une île déserte, accompagné, voilà, je sais pas, il est dans un bateau, ils échouent avec ses esclaves, et voilà, l'État s'est écroulé, il n'y a plus que lui et ses esclaves.
bon bah il va mourir en une journée quoi. Alors que ces esclaves, eux, ils vont savoir construire un camp, faire des trucs, etc. En plus, ils vont probablement se rebeller contre lui. Voilà, le tyran, il dépend complètement de ses esclaves. Et comme on a toujours tout fait pour lui, il sait rien faire par lui-même. Et en fait, c'est peut-être l'homme le plus dépendant du royaume, alors que c'est lui qui croit avoir la toute-puissance. Et alors, deuxième chose à dire, c'est que voilà, le maître sans l'esclave, pardon, sans l'esclave n'est plus personne, mais l'esclave sans le maître est enfin quelqu'un. Et on voit bien, l'asymétrie de enfin, hop. On voit bien l'asymétrie de la situation. Et on voit bien que l'esclave n'est pas du tout dépendant du maître. Enfin, il subit cette dépendance, mais il la subit pas du tout volontairement. C'est contre son gré. Il sait bien que c'est ce qui l'empêche d'être libre. Alors que le maître, lui, il a l'illusion qu'en ayant des esclaves, il va être plus libre et plus puissant. Donc, je récapitule, l'homme qui apparaissait comme le plus libre, le plus puissant, le plus heureux, etc., est en fait le plus esclave. Et toutes les qualités qu'on prête au maître, la sécurité, la jouissance, le bonheur, la tranquillité, le pouvoir, et ben en fait sont détruites par sa position même. Et ça, c'est sûrement un des plus grands paradoxes de l'année, qu'on avait déjà un peu vu avec Aliclès, mais que c'est peut-être une des plus belles idées de l'année aussi. C'est que le maître auto-détruit sa liberté. Il n'est pas libre, du fait même qu'il fait tout ce qu'il veut sans limite. C'est que la domination est déjà un esclavage. Et alors je vais aller un petit peu plus loin maintenant. Remarque 5. Et en fait, on peut même dire qu'il est moins libre que l'esclave. Parce que lui, il ignore la nature de sa situation. Oui, l'esclave, il sait ce qu'il a à faire pour devenir vraiment libre. Il faut qu'il se débarrasse du maître, il faut qu'il s'enfuit, il faut qu'il se libère. Mais le paradoxe du maître, c'est que pour résoudre ses problèmes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas dire bon ben c'est bon, je me retire, j'abdique, je rends mes esclaves à leur liberté, je diminue mon pouvoir, comme ça ben voilà, je serai plus maître de moi-même, on n'enviera plus ma position, j'apprendrai à faire des choses par moi-même, etc. Au contraire, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, quand il va avoir peur, il va augmenter sa garde. Quand il va être frustré, ben, il va demander des trucs encore plus compliqués, encore plus luxueux, etc. Quand il va se sentir un peu impuissant, ben, il va augmenter le nombre d'esclaves. Et au fond, il ne fait qu'aggraver sa propre dépendance à chaque fois qu'il a le sentiment de sa propre faiblesse. Donc, je pense que... Voilà, je vais l'écrire ça pour que vous le gardiez bien. Il aggrave sa dépendance à chaque fois. Tac. À chaque fois qu'il a le sentiment de sa faiblesse. Tac. Je voudrais pas l'oublier. Alors, donc, être libre, en conclusion de cette première grande partie, c'est n'être ni esclave, ni maître, au fond. C'est renoncer à faire ce que l'on veut quand c'est au détriment d'autrui. Alors, c'est ce qu'on va voir du coup dans le grand 2. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est la vraie liberté ? Alors ici, il y avait vraiment une astuce pour bien voir que c'était, à part que c'était le deuxième paragraphe, mais pour bien voir que c'était la deuxième partie, regardez, Rousseau, il dit « Je ne connais de volonté vraiment libre que celle à laquelle nul n'a le droit d'opposer de la résistance. » Vous voyez, il faut bien entendre, sous-entendu, ce que j'ai dit avant, c'était la fausse liberté. Et c'est là qu'on voyait vraiment comment le texte était articulé. Là, premier paragraphe, on avait l'apparence de la liberté, et hop, deuxième paragraphe, la liberté réelle, la liberté telle qu'elle doit être définie. Alors du coup, qu'est-ce que c'est la vraie liberté ? On a l'impression que ce que veut dire Rousseau, c'est que la vraie liberté, c'est en gros la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Il faut qu'on se respecte réciproquement, c'est comme ça qu'on sera libre. Autrement dit, il y a de liberté possible que dans la sphère privée, ou en tout cas, plus exactement, c'est que l'individu est souverain sur sa propre personne, mais n'a aucun droit sur autrui. Alors, ça signifie que sur moi, je peux faire exactement ce que je veux, donc je ne nuis à personne, et en échange, j'ai la garantie que personne a le droit de me nuire, ni de décider à ma place ce qui est bon pour moi. Tant que ça ne concerne que moi, je devrais avoir le droit à faire tout ce que je veux. Dès que ça concerne les autres, j'ai pas le droit d'empiéter sur leur sphère, pour ainsi dire. Ça concerne leur liberté, et du coup, j'ai pas mon mot à dire. On pourrait appeler ça une espèce de définition de la non-nuisance réciproque. C'est un peu une liberté de compromis. Je me limite et en échange, tu te limites. Alors on va voir qu'en fait, c'est pas du tout ce que dit Rousseau. Vous allez voir que Rousseau, c'est tellement... Enfin, c'est trop bien, c'est tellement plus subtil que ça. Alors voilà pourquoi ça va pas. En définissant la liberté comme ça, au fond, on définit une liberté de compromis.
C'est parce que, au fond, ce qu'on se dit, c'est parce que autrui risque de se venger si je lui fais du mal, que je lui en fais pas. Et la loi, au fond, elle fait qu'officialiser ce deal, quoi. Ça fait de la liberté une sorte de marchandage. Je t'embête pas, en échange, tu m'embêtes pas. Je renonce un peu à ma liberté, et en échange, toi tu renonces à un peu de la tienne. Et ça fait que globalement, on conserve chacun un petit peu de notre liberté. Je renonce à une part de ma liberté, mais je suis sûr d'avoir ce qui reste. Alors que si je renonçais pas à une part de ma liberté, je suis pas sûr d'avoir non plus le reste. Du coup, le problème de ça, c'est que au fond, on est en train de dire que on est un peu libre. Et vous voyez, c'est peut-être le sentiment qu'on peut avoir dans la société, c'est qu'on est un peu libre, mais pas complètement. Alors c'est peut-être mieux que rien, et s'il n'y avait pas les lois pour nous limiter, on n'aurait peut-être rien du tout, mais vous voyez, il y a le sentiment d'une forme de renoncement. Et on pourrait dire, ouais, mais non, mais soit on est libre, soit on l'est pas. Et d'ailleurs, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, au fond, dire les choses comme ça veut dire que, en théorie, j'aimerais bien pouvoir faire tout ce que je veux sans limite. Mais en pratique, je vois bien que c'est trop risqué, alors je trouve un compromis. Et alors ça, Rousseau, il peut pas se contenter d'une telle définition de la liberté, puisqu'au fond, c'est une fausse liberté, c'est une demi-liberté. Et vous allez voir comment il va essayer de redéfinir une vraie liberté complète et absolue. Alors, deuxième point problématique, cette formulation définit la liberté, au fond, comme si c'était le rapport à autrui qui mettait en danger la liberté. Vous voyez, c'est parce que je crains autrui, je crains sa vengeance, je crains ses attaques, que je vais vite passer ce contrat avec lui pour qu'on s'attaque pas l'un l'autre. C'est autrui le problème, c'est autrui la limite à ma liberté, c'est autrui qui me contraint à limiter ma liberté. Or, ce que dit Rousseau, et c'est ce qu'on a vu juste avant avec l'argument du maître, c'est que c'est pas autrui le premier danger. Le premier danger, c'est ma volonté de domination. C'est mon rapport à moi-même qui met en danger ma liberté. Être libre, c'est non seulement ne pas désirer être esclave, mais c'est surtout ne pas désirer être le maître. Je vous relis, la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Bien sûr qu'il ne faut pas être esclave, mais elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. C'est surtout quand je désire être le maître que j'abolis ma liberté. C'est le désir de dominer qui est le premier pas vers l'esclavage. La liberté consiste donc d'abord à se libérer de son propre désir de domination. Parce que c'est la domination qui me rend esclave et malheureux. Et alors, d'ailleurs, je vais un tout petit peu plus loin. Est-ce que c'est pas au fond parce que je projette en autrui mon propre désir de domination que je le crains, que j'imagine qu'il a le même désir de domination que moi, ou d'agressivité que moi, ou de cupidité que moi, que tout d'un coup je vais me mettre à me méfier de lui. La méfiance suppose une certaine forme d'empathie. Ça suppose d'imaginer l'intériorité agressive de l'autre. Et d'où je l'appuie cette intériorité agressive? Probablement de ma propre expérience. Est-ce qu'au fond je ne crains pas mon propre désir de dominer autrui en lui? Et si je suis méfiant, est-ce que c'est pas parce que j'imagine ce que je pourrais faire si j'étais à sa place? Voilà, donc au fond, on voit bien que le problème de ce truc-là, voilà, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, de poser une espèce de limite comme ça, de limite de compromis, de tranquillité réciproque, repose au fond sur un désir de domination qu'on n'a pas tout à fait abandonné et qu'on craint encore. Repose encore sur le fait qu'on croit qu'autrui va mieux. Alors, troisième remarque, qu'est-ce que veut donc dire Rousseau? Eh bien, en fait, ici définit de façon remarquable la liberté à la fois au sens psychologique et politique. Alors, au sens psychologique, d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la liberté, ça consiste à ordonner sa volonté, à lui donner la force de ne pas se soumettre à la loi du caprice, au fond, à se donner une discipline, une forme de règle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire qu'elle est liberté en deux sens. En faisant ça, je me rends maître de moi-même, je m'émancipe du caprice. Être libre, c'est pouvoir se commander. C'est pas être victime de soi-même. La liberté n'est jamais destructive d'elle-même. Tout gêne dans l'exécution d'une volonté désordonnée. Comme ma volonté veut dans tous les sens, qu'elle est capricieuse, elle ne veut plus rien. Elle s'autodétruit par son désordre, par sa passion, en un sens. Deuxième chose, je suis maître de moi-même, mais c'est une règle que je me prescris à moi-même.
je suis l'auteur de ma propre discipline. Et donc, en un sens, je fais ce que je veux puisque j'obéis au fond qu'à moi-même. Et ça, en grec, ça se dit autonomia. Hein, auto, soi-même, et nomos, la loi. Hein, l'autonomie, c'est le fait de se donner à soi-même ses propres lois. Et on voit bien que c'est tout le contraire, en un sens, de l'indépendance. Dans l'indépendance, c'est juste, j'ai pas de limite. Vous voyez, on définit négativement la liberté parce qu'il ne l'empêche pas. Dans l'autonomie, on va définir positivement la liberté en disant c'est pas que j'ai pas de limite, c'est au contraire c'est l'existence d'une discipline qui va me rendre libre. Je l'écris ici. Hein. Donc la définition négative c'est ne pas avoir de limites et la définition positive de la liberté c'est se commander soi-même. Voilà, avoir une discipline. Alors donc vous voyez, donc ce que Rousseau dit, c'est que quand, quand je suis autonome, en fait, je suis deux fois libre. D'abord parce que je suis maître de moi-même, et deuxièmement parce que je suis l'auteur de ma volonté. Hein. Je me commande à moi-même. Non seulement je me commande, mais en plus, par ma pratique, effectivement, je me domine. Alors attention, il y a une autre façon un peu plus simple peut-être de le dire, c'est que au fond être libre, ce n'est pas faire tout ce qu'on désire, c'est faire tout ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, ici on peut distinguer désir et volonté, désir et vouloir, désirer et vouloir. Pourquoi? Parce que faire ce qu'on veut vraiment au fond, ça suppose une certaine forme de discipline et de création et de décision sur ce qu'on veut faire. J'ai un bon exemple de ça, c'est si vous préparez un marathon, un truc comme ça, un entraînement un peu sportif, vous voyez, si vous faites tout ce que vous désirez, et dès qu'il va pleuvoir, faire un peu froid, que vous aurez la flemme, vous allez vous étaler sur votre canapé et bouffer du popcorn. Et en un sens, vous aurez bien fait ce que vous désiriez, mais vous n'aurez pas fait ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire réussir à vous entraîner et à courir votre marathon. A l'inverse, faire ce qu'on veut vraiment, ça suppose de décider pour soi d'une règle de vie et de s'y tenir. Hein, on voit bien que faire ce qu'on veut, du coup, c'est pas faire ce qu'on désire. La volonté n'existe que par la représentation d'une règle, par la décision d'une règle pour soi, et par la force de s'y tenir. Donc, hein, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, c'est pas exactement pareil. Alors, donc ça c'était au sens psychologique. Maintenant, au sens politique, dont parle plus précisément Rousseau ici, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, ce que ça veut dire, c'est pas que ma liberté s'arrête, ou autrui commence à me menacer, pour ainsi dire, hein, mais c'est que ma liberté commence avec celle d'autrui. C'est pas que c'est pas que autrui me limite, hein, c'est que il peut pas y avoir du coup de, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est que autrui est la condition de ma liberté. Autrui ne me limite pas, il est la condition de ma liberté. Je suis pas libre sans autrui. Parce qu'au fond, je veux trop, hein, et je veux trop dominer. Je veux trop dominer les autres. Je suis pas libre sans la liberté. Sans que, enfin, voilà, plus exactement, c'est la liberté. Excusez-moi. La liberté d'autrui. Voilà. La liberté d'autrui ne limite pas la mienne. Elle est la condition de la mienne. Alors en effet, si j'essaye de soumettre autrui, au fond je cède à mon désir de domination qui au fond répond à une incapacité en moi de me maîtriser, qui au fond jamais qu'une autre manière d'être capricieux. En pensant l'autre comme une menace pour moi et en voulant le dominer pour anticiper, et bien en fait sans m'en apercevoir, au fond j'ai envie d'être un maître, au fond j'ai envie de dominer, et au fond je m'auto-détruis comme être libre. Je pense qu'ici on a une des plus... on a une des plus belles définitions de la démocratie. C'est que être libre, c'est vouloir la démocratie. Ça veut dire c'est vraiment vouloir positivement qu'autrui soit aussi libre que moi. C'est pas tolérer la liberté d'autrui, c'est l'espérer. C'est désirer sincèrement, c'est pas l'accepter comme un compromis. Le respect d'autrui me protège plus de moi-même que de lui. Et c'est pour ça que Rousseau... zut alors. Rousseau il dit... on remet ça, que la liberté sans la justice est une véritable contradiction. Hein, c'est que du coup, c'est pas que l'institution judiciaire va me protéger des excès que va faire autrui sur moi, c'est que si je ne suis pas moi profondément juste, c'est-à-dire si je n'ai pas renoncé à mon désir de domination, et en fait, il n'y a pas de liberté pour moi non plus. Voilà, je pense que rien que ça valait le coup de lire ce texte, hein, juste pour ça, que la démocratie, c'est l'espoir de la liberté de l'autre. Et en fait, on peut pas être démocrate
si on se contente de tolérer autrui, quoi. C'est... voilà, je pense que c'est une des grandes leçons, c'est une des grandes leçons du texte, hein. Bien. Alors, la conséquence juridique de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire du coup, désirer qu'autrui soit libre pour être libre moi-même? Alors ça veut dire en fait que il y a que la loi qui peut garantir cette liberté concrètement, hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que la loi qui peut me rendre autonome? Au fond, c'est parce que les privilèges, les injustices détruisent la liberté. Alors, je vais faire ça en 2-3 remarques. Alors, donc il y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Alors, juste petite parenthèse sur l'état de nature, que donc là Rousseau glisse l'expression ici. Ça c'est un thème de l'époque qui est beaucoup travaillé. C'est un concept, hein, l'état de nature. Donc il y a un certain nombre de penseurs qui imaginent un état de l'humanité pré-sociale, hein, pour réfléchir à la question politique. Ils disent voilà, comment ça se passait avant la société, comment ça se passait avant que l'État soit instauré. Et alors pourquoi est-ce qu'il se pose cette question? Alors c'est pas du tout comme on a déjà pu le voir dans l'Antiquité pour essayer de comprendre l'origine des sociétés ou même essayer de penser la nature humaine. En fait, il faut vraiment voir que l'état de nature c'est un argument. Et c'est un argument en fait qui sert à estimer la raison d'être de l'État. Hein. Pourquoi est-ce que les hommes en sont venus à accepter le pouvoir de l'État? C'est à cette question-là que l'état de nature cherche à répondre. Qu'est-ce qui légitime le pouvoir de l'État? Et donc, je vous donne un exemple très simple, c'est que si les hommes sont très violents, très méchants, très agressifs et tout, on comprend bien que l'état de nature, il était insupportable et qu'on a eu besoin de l'État pour pacifier les relations entre les hommes et pour que la vie soit vivable, tout simplement. Et ça, c'est un peu rapidement, mais au fond, c'est la thèse de Hobbes. Et c'est une thèse qui était presque déjà chez Machiavel, même s'il n'en passe pas par le dispositif de l'état de nature, où il dit, voilà, tout est bon, voilà, tout pouvoir est bon en tant que pouvoir parce que il limite justement cet état de déchaînement agressif des passions entre les hommes. Voilà, donc l'état de nature, c'est cette espèce de dispositif de légitimation de la souveraineté. Hein, si on devait le dire très vite, si l'état de nature c'est bien, et en fait il n'y a pas vraiment besoin d'état, et si l'état de nature c'est pas bien, et en fait on comprend pourquoi il y a un état. Hein, c'est à ça que ça sert. Hein, imaginez comment l'homme était à l'état, comment l'homme est à l'état nature, comment l'homme est à l'état nature, ça revient à se demander est-ce qu'on a une bonne raison ou pas d'accepter l'état, l'état civil, la façon dont la société est organisée. Et voyez, donc ça. Je sais qu'il y a... excuse-moi, je suis un petit peu confus, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que l'état de nature, c'est une fiction. En fait, oui et non. D'abord, c'est plutôt un concept, c'est plutôt une justification qu'une fiction. Deuxièmement, effectivement, il n'y a pas de recherche forcément réaliste ou archéologique ou historique de comment étaient les hommes à l'origine, parce qu'en fait, il ne s'agit même pas nécessairement d'un temps passé. Oui, pour Hobbes, par exemple, l'état de nature, c'est la guerre civile, tout simplement. C'est quand, en fait, c'est les endroits où l'État a plus de pouvoir. Mais au fond, par exemple, chez Hobbes, comme l'état de nature est insupportable, en fait, de toute façon, il n'existe pas. Les hommes se soumettent, sont toujours dans l'état, parce que c'est insupportable. Mais par contre, chez Rousseau, au contraire, alors, on va voir que chez Rousseau, il y a un état de nature beaucoup moins fictif, dans le sens où il y a beaucoup plus de recherches sur comment font les hommes ailleurs, dans les sociétés sans état, comment est-ce que se comportent les animaux, etc. Donc il y a beaucoup plus. Au fond, il y croit plus. C'est un état de nature qui est beaucoup moins fictif. Il se donne beaucoup plus d'exemples. Alors pourquoi? Parce que chez Rousseau, l'homme n'est pas particulièrement mauvais ou agressif naturellement, justement. Alors il dit l'homme est bon naturellement. Bon, il faut pas comprendre qu'il est que c'est un super bisounours. Hein. C'est juste qu'il n'est pas spontanément agressif. Il tient à conserver sa vie, mais il n'est pas particulièrement cruel. Il tient pas forcément à en avoir plus que sa part, parce qu'il n'est pas avide, il n'est pas cupide. Parce qu'au fond, tous ces travers de l'homme, toutes ces agressivités de l'homme,
en fait, elles viennent de passions sociales. Elles viennent de l'orgueil, elles viennent de la cupidité, de l'avidité, qui peuvent exister qu'en société. Mais à l'état nature, il n'y a pas ce besoin de représentation qui implique qu'on en prenne toujours plus que notre part. Et du coup, au fond, l'état nature est plutôt paisible, hein, les hommes sont dispersés, etc. Et du coup, en fait, c'est plutôt l'état, l'existence de l'état qui devient un mystère dans ces conditions-là. L'homme n'avait pas vraiment besoin d'un état. Et du coup, c'est ce livre-là qui explique d'où vient la naissance de l'état dans ces conditions mystérieuses. Et du coup, ça veut dire, bon, de toute façon, maintenant c'est trop tard, hein, on est en société, on vit en société et on a besoin d'un état, mais du coup, la seule chose qui pourrait justifier l'existence de l'état, ben c'est précisément la conservation de la liberté, hein, c'est de retrouver cette liberté. Et ben, c'est exactement ce qu'il va dire ici. Alors, pourquoi est-ce que dans l'état de nature, chez Rousseau, les hommes sont libres, ben, c'est pas parce qu'ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de privilège politique. Les règles du jeu sont identiques pour tout le monde, parce que la nature, elle mérite de l'impartialité, hein, de l'égalité juridique totale. Elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont protégés par un statut d'exception. Alors on pourra dire, ouais, mais sans la loi, c'est la loi de la jungle, et du coup, il y en a qui ont des privilèges sur d'autres. Puis il y a des inégalités naturelles. Ouais, mais ok. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune inégalité qui est instituée et qui est protégée par le droit. Vous voyez, le problème, c'est pas tant qu'il y a des inégalités, parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, un qui est plus petit que l'autre, etc. Le problème, l'injustice, c'est pas l'inégalité, c'est quand l'inégalité, elle est garantie par la loi. C'est ça l'injustice. Hein. Qu'il y a un gars plus fort ou plus faible que l'autre, mais s'ils se rencontrent jamais, c'est pas injuste. Ou si jamais ils n'ont pas de rapport de force particulier, c'est pas injuste, c'est juste un fait. Alors c'est vrai que l'homme fort aura peut-être une vie peut-être un peu plus facile, mais à peine. Hein. Alors Rousseau dit que quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas de police, quand il n'y a pas de loi pour maintenir les inégalités et les renforcer, c'est-à-dire que les puissants deviennent toujours plus en plus puissants et les plus faibles toujours plus en plus faibles, au fond tout le monde a sa chance. Le plus faible peut toujours s'échapper, il peut toujours attendre que le plus fort s'endorme pour se défendre, il peut toujours ruser, et de toute façon, comme je l'ai dit, à l'état de nature, les hommes sont ni avides ni orgueilleux, et ça limite grandement la potentialité et la dangerosité des conflits. Et puis... en ce sens-là, ce qui rend vraiment violent les gens, c'est pas du tout la nature, c'est la société civile. Du coup, bon, j'ai fait une parenthèse un petit peu longue, mais c'était pour que vous ayez entendu un tout petit peu parler de cette affaire d'état-nature. Donc, je résume. Donc, l'état de nature, c'est un concept qui sert à justifier la présence de l'État et l'étendue de ses pouvoirs. Est-ce qu'il a le droit à tout au nom de préserver la sécurité parce que tout vaut mieux que la guerre des hommes naturels? Ou alors, est-ce qu'on doit limiter les pouvoirs de l'État parce qu'au fond, il ne nous apporte pas grand-chose? L'homme, naturellement, on peut penser qu'il est... que ça va, quoi, et qu'il n'a pas besoin d'État. Et du coup, il faut quand même réussir à tirer un bénéfice de ça, ou en tout cas à redresser les exactions de l'État telles que Rousseau peut les voir à son époque, pour essayer de penser à un État plus juste. Et troisièmement, on voit bien que selon la dangerosité de l'état de nature, selon la manière dont on imagine l'agressivité des hommes, on va justifier un État plus ou moins autoritaire en fonction de ça. Et donc la thèse de Rousseau, hein, c'est de dire que à l'état de nature, l'homme il est plutôt bon, il n'a pas tellement besoin d'État, à part pour restaurer la liberté qu'il a perdue avec les États injustes des monarchies, etc., qui sont passés. Bien. Alors, remarque 2 qui est plus importante à mon avis. Pourquoi est-ce que la loi libère? Pourquoi est-ce qu'un peuple libre obéit mais ne sert pas? Pourquoi il a des chefs et pas des maîtres? Pourquoi il obéit aux lois et en obéissant aux lois, il n'obéit pas aux hommes? Alors là, je vais vous faire un petit cours de CJS sur l'état de droit. Rousseau, c'est un des grands fondateurs de cette idée de l'état de droit. C'est-à-dire d'un État qui garantit cette liberté des hommes, hein, ce retrouvailles avec sa propre liberté que les États injustes lui ont volé. Alors l'état de droit, c'est une définition juridique
d'un certain type d'institution, qui en général est défini dans la Constitution, hein, dans lequel tous les individus sont protégés par le droit. Ils sont égaux devant la loi. Donc vous voyez, ce que l'état de droit va mimer, c'est cette égalité naturelle des hommes entre eux, sauf que ce ne sera pas une égalité factuelle, mais ce sera une inégalité justement de droit. Hein. C'est ça qu'a volé l'état civil injuste. Alors ça implique deux choses. Alors qu'est-ce que c'est un état de droit dans lequel tous les individus sont égaux devant la loi, hein, et où donc il y a une forme d'impartialité de la loi vis-à-vis des individus. C'est le vote d'abord, hein, puisque la liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Hein, on retrouve ici le principe d'autonomie, hein, que j'ai énoncé avant. Le problème, c'est pas tellement qu'on obéisse ou qu'on n'obéisse pas, la question c'est à quoi on obéit. Et qu'est-ce qui justifie l'obéissance? Et l'état de droit implique que le peuple n'obéit qu'à lui-même, il est souverain. Ça ne veut pas dire qu'il va décider de tout par lui-même, mais ça veut dire qu'il est au fondement du pouvoir. Il ne fait que déléguer son pouvoir. Et ça veut dire qu'en gros, son pouvoir lui revient. Et en dernière instance, c'est lui qui en est le récipiendaire. Et ça, c'est garanti parce que les magistrats, qu'on peut élire, hein, je sais pas, le président de la République, les députés, tout ça, au fond, n'ont qu'une délégation du pouvoir du peuple. Et ce n'est qu'une délégation parce que c'est limité dans le temps et c'est limité dans les fonctions. Et du coup, on peut être sûr que le peuple va retrouver son pouvoir à la fin, et qu'à la fin, c'est quand même lui qui décide, en l'occurrence, en démocratie indirecte, par le vote. D'ailleurs, la Constitution française, on verra tout à l'heure, précise que cette souveraineté est indivisible. Aucune partie du corps social n'a le droit tout d'un coup de s'accaparer les fonctions de commandement, de s'accaparer cette fonction de déléguer le pouvoir et de l'occuper toute seule, puisqu'il y aurait alors une inégalité des gens devant la loi. Alors, deuxième chose très importante que garantit l'état de droit, du coup, c'est la garantie qu'il n'y ait pas d'inégalité devant le droit, et ça implique des formes de contre-pouvoir. Alors, Montesquieu, par exemple, pensera à la fameuse séparation, hein, des trois pouvoirs, alors que Rousseau ne pense pas exactement le contre-pouvoir de cette façon-là pour d'autres raisons, mais bon, vous connaissez bien, je pense, ces trois pouvoirs, c'est pour ça que je le dis. Donc, l'idée étant qu'on peut résister à un pouvoir qu'en lui opposant un autre pouvoir. Parce que si on n'a pas de pouvoir, on est désarmé, et voilà, la force a toute puissance pour abuser, pour abuser. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un président, c'est pas un tyran, parce qu'il est lui-même soumis au droit. Et vraiment très bêtement, ça veut dire que le citoyen a le droit d'attaquer l'État en justice, par exemple. Et non seulement qu'il a le droit de le faire, mais qu'il a des vraies chances de gagner. En tyrannie, ça marche pas comme ça. Si vous alliez voir Staline pour dire « Ah ben Joseph, ça va pas du tout là, tu fais des procès, tu fais des exactions et tout, voilà, on va faire un petit procès. » Staline dit « Allez-y, hein, go pour le procès, hein, par contre c'est moi qui suis le juge. » Et du coup je vous envoie tous au goulag. Hein, donc ouais, quand les pouvoirs sont pas séparés, quand le juge peut pas contrôler le législateur ni l'exécutant, en fait voilà, tout le monde, celui qui a le pouvoir fait ce qu'il veut. Hein. Donc ça permet du coup d'éviter l'arbitraire dans les décisions politiques. Alors quand on parle d'arbitraire, et c'est ça que que Rousseau dit ici, hein, donc là, toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leur atteinte l'ensemble sacré des lois. Hein, ça c'est l'idée de contre-pouvoir ici. Ils en sont les ministres et non les arbitres. On voit arbitre, hein, ça a le même étymologie que arbitraire, hein, libre arbitre, tout ça. Alors juste ministre, hein, c'est le contraire de magistre. Mini, c'est vraiment mini comme petit, hein, c'est celui qui fait exécuter, c'est celui qui est soumis à, hein, c'est ça le ministre. L'arbitre, au contraire, c'est celui qui va décider. Hein. Alors ici, ce serait quoi une décision qui serait arbitraire? Ce serait qu'ils aient le toupet, pour ainsi dire, de décider qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon à chaque fois. Arbitre, en fait, ça veut dire immotivé, hein, ou en tout cas motivé par aucun motif sérieux, par aucun motif légitime, le pire étant le bon plaisir de celui qui a du pouvoir. Ça, c'est le pire de l'arbitraire. C'est quand le tyran dit « je veux ça, pourquoi ?» Parce que c'est mon bon plaisir, parce que ça me plaît, c'est ce que je préfère. Autrement dit, c'est injustifiable en ce sens-là. Alors qu'est-ce qui du coup rend un motif légitime? C'est quand le motif il est explicité par les lois édictées par le peuple ou ses représentants, hein, quand le motif il est conforme à la législation, ou en tout cas au moins à ses procédures de décision. Et alors on peut vérifier cette légitimité par le principe de l'égalité, qui est un des
principes qui définissent l'état de droit, ou qu'on peut appeler aussi pyramidalité de la loi. Je pense qu'on en avait parlé en cours, il me semble, au début de l'année. C'est un truc inventé par un philosophe qui s'appelle Kelsen, qui dit ce qui rend une norme juridique acceptable, c'est sa conformité avec la norme de rang supérieur. Ainsi, par exemple, un contrat, c'est une norme de moindre importance qu'un décret, qui est une norme de moindre importance qu'une loi, laquelle est une norme de moindre importance qu'un traité international, et qui est moindre importance que la Constitution. En gros, ça veut dire qu'un contrat, pour avoir une valeur, il doit être légal. C'est-à-dire que si vous signez un contrat dans lequel vous dites voilà, je donne un rein en échange d'un abonnement téléphonique, au moment où le mec vient vous piquer votre rein, vous avez le droit de dire non, mais en fait, ce contrat, il n'a absolument aucune valeur juridique, et du coup de le dénoncer comme nul et non avenu. Un contrat peut pas être illégal. Sinon, la légalité même, vous avez beau avoir signé, le contrat n'a néanmoins aucune valeur parce qu'il n'est pas conforme à la norme de rang supérieur. Donc ça permet de vérifier la justice des lois. C'est une procédure qui permet de vérifier la justice des lois elle-même. Et de la même façon, l'Assemblée nationale pourrait pas voter une loi raciste ou qui accorderait un privilège à des nobles, parce que dans ce cas-là, on pourrait saisir le Conseil constitutionnel, donc vous voyez qu'un contre-pouvoir aussi, qui garantit, entre autres, la conformité des lois à la Constitution. Et donc on pourrait faire annuler cette loi, puisqu'évidemment la Constitution, qui est la loi suprême, institutionnalise l'égalité devant la loi de tous. Et donc on voit que la loi suprême, comme je viens de dire, c'est la Constitution. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui définit la carte d'identité de l'État. C'est les principes fondamentaux avec lesquels toutes les décisions politiques devront être conformes. Sinon, elles seront anticonstitutionnelles et du coup elles seront sans valeur. Voilà. Alors juste, j'en profite, regardez la Constitution française. Vous voyez, Rousseau a été un des grands inspirateurs de la Constitution française. Et regardez, on retrouve tout ce qu'on a dedans dans le préambule. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 89, confirmés et complétés, etc. Regardez, là-dedans on a déjà quasiment tout. Proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Ça veut dire, la Constitution reconnaît le principe de pyramidalité du droit. Tout ce qui ne sera pas conforme aux droits de l'homme, etc., confirmé par la Constitution de 46 et la Charte de l'environnement, sera déclaré anticonstitutionnel et du coup non légal, nul et non avenu. Donc ici, il y a implicitement déjà le principe de pyramidalité du droit qui est au travail dans la première ligne de la Constitution. Deuxièmement, c'est quoi les droits de l'homme ? C'est d'abord on reconnaît la liberté fondamentale des individus. Et le rôle de l'État, c'est avant tout de garantir l'égalité de tous devant la loi et de garantir la liberté des individus. Sinon, l'État est nécessairement crapuleux. Alors, regardez ensuite, voilà, idéal commun, égalité, fraternité, etc. La France est une république indivisible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la souveraineté, elle est indivisible. C'est-à-dire que l'égalité de tous devant la loi implique aussi qu'aucune partie du peuple ne peut s'accaparer la souveraineté et ne peut s'accaparer justement le pouvoir de déléguer le pouvoir, ce qui serait au fond une forme d'oligarchie ou d'aristocratie. En fait, l'indivisibilité traduit l'égalité devant la loi. Donc elle est évidemment démocratique, laïque et sociale, pour d'autres raisons. Elle assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race et de religion. Donc on revoit c'est le principe même de l'état de droit qui est ici affiché. Voilà, on le redit ici, langue française, blablabla. Son principe, le gouvernement par le peuple. Regardez, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice. Donc voilà, c'est ça l'indivisibilité de la souveraineté. Il s'agit donc au peuple qui l'exerce par ses représentants. Oui, c'est le peuple qui exerce la souveraineté et non pas les représentants. Les représentants, ils n'exercent que la délégation de la souveraineté. Bref, je regarde si je voulais vous dire un autre petit truc. Non, bon, ça va. Voilà, donc on voit ici que la Constitution française est vraiment conforme à cette définition de l'état de droit. C'est un texte juridique qui est au fond très riche et assez compliqué en fait, et qui suppose d'avoir bien compris ça. Alors, dernière petite remarque, on pourrait dire, ouais, mais si on n'est pas d'accord avec la loi, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est libre dans un état
ouais, enfin, si on se soumet, parce qu'individuellement, on comprend bien, je suis autonome quand je me donne à moi-même ma propre discipline de vie ou mes propres règles de vie. Là, je choisis tout seul et je choisis que pour moi, mais en politique, c'est pas pareil, je choisis en collégialité. Alors, ok, c'est vrai, et si on n'est pas d'accord, on peut avoir l'impression que c'est un peu fait escroquer, mais en un sens, on a voté. Et, ou en tout cas, on en a au moins eu le droit. Et donc, au fond, on était d'accord avec les règles du jeu, avec le principe de la décision collective. Vous voyez, quand on vote, en fait, on vote toujours deux fois. On vote une fois pour la question qu'on nous pose, voilà, le référendum, oui, non, le président, le délégué, le maire qu'on va élire. Donc on vote pour, voilà, pour une délégation. Mais en fait, le fait de mettre un bulletin de vote dans l'urne dit aussi, je suis d'accord avec le principe du vote. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on distingue le vote blanc de certaines formes d'abstention. Le vote blanc, on dit, ben voilà, le vote blanc, on dit, voilà, je me reconnais pas dans la question, je me reconnais pas dans les réponses possibles, mais pourtant, je pense que c'est important de voter, parce que je manifeste mon accord avec le principe de l'expression de la souveraineté populaire par ce moyen-là qu'est le vote, de l'abstention qui serait peut-être plus critique avec le principe même du vote, ou de la façon dont le vote est organisé en tout cas. Voilà, et deuxième chose, alors c'est un petit argument de Kant que je trouve rigolo, c'est que quand on décide pour les autres, c'est facile d'être injuste. Mais par contre, quand on décide pour soi, on fait quand même plus attention, et du coup, en un sens, la pluralité de la démocratie garantit d'une certaine façon à minima le respect des intérêts de chacun et en général encourage un peu au compromis. Voilà, donc on a terminé donc ce passage-là. Et donc ce que je voudrais qu'on travaille après, c'est se demander, ok, donc on a bien compris, hein, l'idée c'est de garantir la liberté. Et de savoir qui fait la loi quand on obéit, mais il y a un autre problème, c'est que cette liberté, justement, est-ce que elle pourrait pas produire d'autres formes d'injustice? Est-ce que ça suffit de garantir la liberté de chacun à disposer de soi-même pour que il y ait une authentique justice? Est-ce qu'au contraire, la liberté, par exemple, ne peut pas légaliser la concurrence et la concurrence éventuellement injuste? Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus que simplement la liberté pour que l'État puisse garantir vraiment la justice? Et si au fond la seule justice dont l'État est capable, c'est une justice qui garantit la liberté, est-ce qu'au fond il ne va pas produire de nouvelles injustices par le fait que y en a qui vont librement mieux user de leur liberté que d'autres, et que du coup ça va produire tout un tas de conséquences à long terme qui vont produire d'assez grandes inégalités, en particulier des inégalités sociales. Donc, je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Voilà, c'était plutôt ça. Ah oui, j'avais mis rajouter la question de l'état d'urgence. Oui, bon, on va peut-être pas travailler ça, mais je vous dis juste un mot de l'état d'urgence. Donc, dans l'état d'urgence, vous savez que précisément certaines libertés sont amoindries, seront limitées. Là, en l'occurrence, on est confiné, hein, c'est une sacrée limitation de notre liberté individuelle. Mais alors, la différence entre ça et vraiment une transgression, c'est que la Constitution, et la Constitution française en l'occurrence, prévoit un certain nombre de cas exceptionnels qui peuvent mettre une parenthèse, qui peuvent permettre un certain nombre d'exceptions au régime général constitutionnel qui sont prévues en l'occurrence par l'état d'urgence. Alors c'est quoi la différence entre un scandale et du coup une exception à la Constitution, parce que toute exception à la Constitution devrait être un scandale, je ne sais pas si vous savez, mais c'est que en fait la Constitution le prévoit à l'avance, et elle prévoit une certaine forme de limitation au sein même de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a une limitation temporelle, il y a un contre-pouvoir qui est tout de suite pensé, qui est tout de suite défini, hein, c'est que l'Assemblée nationale doit revoter assez régulièrement la question. Donc il y a une limite temporelle, et évidemment ça doit être fait de façon publique, par une annonce officielle du président de la République, etc. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Hollande avait fait le discours de l'état d'urgence. Donc vous voyez la différence entre un président qui commence à faire de la surveillance illégale, des écoutes illégales par exemple, et donc qui enfreint les libertés individuelles, et
voilà, une annonce publique qui dit bah voilà, je vais faire un truc qui est pas constitutionnel, mais c'est prévu par la Constitution ce truc-là, et du coup bah c'est pas injuste et ça. Voilà, donc voilà, c'était un petit problème assez rigolo de technique juridique sur la question de l'urgence. Bien, eh ben, j'espère que ça vous a intéressé. C'est vraiment un super texte hein, qui est vraiment riche d'enseignements. Si vous n'avez pas bien saisi le truc sur l'état de nature, je suis allé un petit peu vite, c'était peut-être un peu compliqué. Et, j'ai voulu dire peut-être un peu trop de choses à ce moment-là. C'est pas très grave, c'est pas le plus important. Moi, vraiment, ce que je voulais que vous reteniez là, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour l'État de garantir la liberté. Et ça voulait dire, un, que non pas ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, mais plutôt que ma liberté commence avec celle des autres, hein, que je dois d'abord me libérer de mon désir de domination pour protéger ma propre liberté, et deuxièmement, que politiquement ça se traduisait par l'invention du concept d'état de droit, hein, et par l'invention du concept juridique d'état de droit avec toutes ces astuces qui permettent au peuple de désirer sa propre liberté, hein, de désirer en finir avec l'idée même de domination. Et donc, au fond, quand je vote, je pratique, voilà, je pratique quelque chose qui va m'émanciper de mon propre désir d'imposer ma volonté égoïste aux autres. Et c'est garanti, ça, voilà, par les contre-pouvoirs. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.